Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bienvenue tout le monde sur cet épisode de Token Talkers où on reçoit aujourd'hui Édouard Clerc qui est spécialiste en immobilier, qui se trouve en Suisse, qui a une très grande connaissance de ce marché-là, avec lequel on va échanger sur les particularités de ce marché et comment est-ce que nous, avec la tokenisation, on fonctionne. Il y a plein de similitudes, plein de choses qu'on va regarder ensemble. Édouard, comment ça va? Hello, merci beaucoup déjà de m'inviter sur l'épisode, avec grand plaisir. C'est avec plaisir que je vais partager un maximum de choses sur l'immobilier en Suisse, qui est un domaine assez particulier, très spécifique et très différent de la France, du Canada, tout ce que le monde francophone peut connaître de l'immobilier. Donc ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup. Trop bien. Génial. Déjà, on voulait te féliciter pour l'événement que tu as organisé il y a quelques semaines. On a même des images qu'on avait récoltées. Je crois qu'il y avait un peu plus de 600 personnes, si je ne dis pas de bêtises, avec un gros événement, avec vraiment des experts en immobilier. Félicitations pour ça. Comment ça s'est passé pour toi cet événement? Ça s'est très très bien passé. Effectivement, on avait plus de 600 personnes dans une salle magnifique. C'était au Congrès Beaulieu à Lausanne, dans la salle Rome. C'est 600 places en théâtre avec des fauteuils fixes. Donc c'était très sympa. L'événement s'est super bien passé. Les gens étaient contents. Donc franchement, pas de gros bémol. Alors qu'on avait tout contre nous, hein. Il y avait Ouais. intempéries, accidents sur l'autoroute, pas de passe de bar. Enfin, c'était assez galère pour la soirée. Mais donc on a commencé avec un peu de retard, mais ça s'est très très bien passé. Ok, trop bien, génial. Et quel était un petit peu le but de cet événement, toi, quelle était la valeur ajoutée entre guillemets pour les personnes qui venaient? Est-ce qu'ils venaient chercher des informations? Est-ce que c'est des investisseurs? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'était des particuliers? C'était quoi un petit peu le but? Alors, c'est un mélange, hein. Franchement, on a un mélange Ouais. professionnel-privé, des personnes passionnées par l'immobilier ou intéressées par le domaine de l'immobilier, surtout des personnes qui souhaitent investir ou qui ont déjà investi. Donc, c'était assez concret, hein. Les sujets étaient techniques. On a parlé d'évaluation immobilière, on a parlé de fiscalité et des opportunités immobilières, opportunités du marché, immobilier industriel, résidentiel, logistique, enfin bref, intergénérationnel. Beaucoup de sujets assez intéressants et des perspectives pour l'avenir du marché immobilier suisse. Donc, ouais, très technique, mais bon, ça a assez intéressé les gens et c'est ce que les gens sont venus chercher. Donc, c'était plutôt bien. Et puis, le but, c'était de voir aussi et de tester un petit peu l'intérêt du peuple pour l'immobilier en Suisse. C'est vrai que payer pour venir à une conférence comme ça pendant 2 heures, un soir de semaine, en pleine intempérie, enfin, début du Covid de retour. Enfin, c'était assez challengeant, mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt, donc je suis très content. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais, on voit que l'essor en tout cas en Suisse, les Suisses sont vraiment Bravo. de plus en plus, ouais, bravo pour ça. Ils sont vraiment de plus en plus intéressés par cet immobilier et justement ça m'amène à cette première question. Selon toi, déjà, quelle est la situation du marché de l'immobilier en Suisse? Comment il se porte ce marché? Le marché immobilier suisse, c'est un marché de locataires, hein. Donc la Ouais. Suisse, c'est un pays de locataires. C'est pas un pays de propriétaires. On a un tiers de propriétaires à peu près, 2 tiers de locataires. C'est une tendance qui est complètement inversée par rapport au reste de l'Europe, par rapport à la majorité des autres pays, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que l'immobilier, et surtout pour la jeune génération, c'est quelque chose qui est vu de loin. C'est aussi pour ça que je l'ai fait et quelque chose qui m'a fait assez. C'est pour ça aussi que je mets tout ce contenu à disposition sur Internet. C'est un peu pour changer ses idées. Parce que c'est vrai que c'est difficilement accessible le marché immobilier en Suisse.
c'est cher. Et puis, il n'y a pas de financement à 100% ou 110%, ça n'existe pas ici. Donc, il faut avoir un peu de fonds, il faut avoir un peu de revenus, quoique ça dépend de ce qu'on achète, mais bref, c'est pas le truc le plus accessible du monde. Et ce qui m'a fait sourire aussi, et pourquoi est-ce que je fais ce contenu, c'est que j'étais je partageais un verre dans un bar avec un ami de mon frère qui a du coup 2 ans de plus que moi, là, il a 27 ans, et il m'avait dit, ça c'était il y a 2-3 mois, il m'avait dit franchement c'est top ce que tu fais parce que tu vois moi l'immobilier ici ça m'a jamais percuté, j'ai même jamais pensé à m'intéresser à l'immobilier parce que je vois ça du genre je verrai quand j'aurai 40-45 ans, quand je serai vraiment bien posé, une famille et tout, si je veux acheter quelque chose, parce que ça paraît tellement inaccessible, c'est même pas une question que je me pose et c'est un truc pour les vieux. Et en fait, le fait que moi, qui suis un peu jeune quand même, qui parle de ça, qui démocratise un maximum l'information, j'essaie de vulgariser au mieux les termes techniques qui ne sont pas forcément nécessaires. Au final, ça lui a un peu ouvert les yeux dans le sens, il y a des autres possibilités. On peut s'intéresser à l'immobilier plus tôt qu'avant d'avoir 45 ans. Donc, je sais qu'en France et dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus orienté à partir de 25 ans, 30 ans, on cherche à acheter, on veut acheter. Très vite, quand on a acheté, on cherche à investir, on veut investir et continuer d'acheter. Ensuite, rembourser la dette le plus vite possible et puis être vraiment propriétaire sans la banque, sans rien, des biens immobiliers. Et c'est accessible. Mais ensuite, ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, c'est vraiment, on verra si un jour on achète une résidence principale, parce que c'est déjà un petit miracle d'acheter une résidence principale, ce qui n'est pas le cas quand on a les bonnes informations, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas disponibles partout, quoi. Ah, c'est vrai, hein. Donc, voilà. Ouais, il y a aussi moins de personnes qui ont fait le travail que tu es en train de faire justement d'éducation des masses et qui montrent que le chemin est possible en fait, tout simplement en mettant les bons leviers, en mettant les bonnes choses en place. Mais est-ce que tu penses que du coup, il y a plus de barrières en Suisse, par exemple, je compare avec la France, parce que justement, il y a peut-être moins de leviers bancaires ou c'est un peu plus compliqué? Ou est-ce que c'est juste les mentalités qui n'ont pas les bonnes informations ou les personnes n'ont pas les bonnes infos? Alors, il y a pas moins de leviers bancaires, hein. En fait, pour acheter sa résidence principale, il faut mettre 20% de fonds propres. Pour acheter un bien de rendement, ça commence à 20%, ça peut aller jusqu'à 25% de fonds propres pour du résidentiel, puis après plus 30-35% pour de l'industriel. Donc là, il faut mettre plus de fonds propres, c'est vrai. Par contre, il y a un effet de levier de la banque qui est très intéressant. Et surtout, en Suisse, on reste endetté. Donc pourquoi est-ce que les prix aussi continuent de croître et sont tellement montés en Suisse? C'est parce que justement, on ne rembourse pas la totalité de sa dette. Ça veut dire que l'amortissement, le remboursement de la dette, il est très faible en Suisse. Typiquement, on paye à peu près 1% de la valeur du bien immobilier chaque année à la banque en remboursement pendant quelques années, et après, on peut arrêter. C'est le système du fonctionnement de la dette, de l'endettement en Suisse. Ce qui fait que quand on verse, typiquement, on s'endette pour acheter une maison à 1 million, on va verser 10 000 francs par année de remboursement. Mais 10 000 francs par année de remboursement, c'est rien pour une maison à 1 million. Par rapport à ce que vous pourriez faire, vous, ce qui se ferait en France. Si vous devez rembourser en 20 ans, vous devez verser 5% par année, soit 50 000 francs pour une maison à 1 million, et donc ça change la donne. C'est clair que ce n'est pas la même charge financière annuelle, quoi. Ok. Intéressant. Ouais, donc au final, on voit qu'il y a pas forcément, au niveau levier bancaire, on peut profiter de la même chose. C'est surtout pour les impôts ou On n'a pas entendu la question, Jean. Tu as dit quoi, c'est il surtout? y a un décalage. Oui, je disais, c'est surtout pour les impôts qu'on part de la location, qu'on n'est jamais vraiment propriétaire de l'immobilier en Suisse. Ça dure, je crois on n'est jamais tellement propriétaire dans une vie. Je crois que c'est des crédits qui durent 99 ans, quelque chose comme ça. C'est une légende ou c'est une vérité? Et est-ce que c'est par rapport à justement le fait d'étaler la dette le maximum et d'avoir un maximum de dette, ça nous permet de déduire les impôts? Exact, ouais. Alors, en Suisse, on rembourse même pas complètement sa dette en 100 ans, hein, ou en 99 ans. L'idée de la Suisse, c'est rester endetté pour toujours, quoi. Tu peux rester endetté pour toujours. Ah ouais. Donc, c'est un système d'endettement que les gens, qui est accepté par les gens quand on est serein avec la dette, mais les personnes qui supportent pas la dette et l'endettement, même que c'est un très bon endettement en Suisse, hein. L'immobilier en Suisse, c'est tellement safe, c'est tellement sûr que c'est un très bon endettement. Ouais. Et d'ailleurs, le système fonctionne comme ça, simplement parce que les banques acceptent de ne pas être remboursées complètement. Parce qu'elles, déjà, pour elles, c'est du business, hein, les intérêts. Et surtout, elles ont tellement confiance dans le marché immobilier suisse qu'à partir du moment où 35% du bien immobilier est remboursé, est payé entre les fonds propres mis initialement et puis le remboursement, l'amortissement faible sur les années, fait qu'après, elle ne demande pas le remboursement du reste. Parce qu'elle est convaincue et elle est persuadée qu'à partir du moment où 2/3 de la valeur du bien immobilier
est endetté et un tiers de la valeur du bien immobilier est remboursé, eh bien, le marché immobilier peut jamais s'effondrer autant que ça, ce qui ferait qu'elle serait plus capable de vendre aux enchères le bien immobilier si jamais les intérêts passifs ne sont pas payés. Donc en fait, le système est très simple, c'est très logique même d'ailleurs. À mon sens, c'est très logique. Ça fait tout son sens dans un pays comme la Suisse, où les prix, honnêtement, ne peuvent pas baisser aujourd'hui, ils ne peuvent pas chuter comme ça. C'est juste pas possible. Il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande qui est de plus en plus importante, quoi. Et effectivement, le deuxième avantage de l'endettement en Suisse immobilier, hein, c'est que on peut déduire les intérêts passifs fiscalement, les intérêts passifs qui sont payés à la banque, on peut les déduire de notre revenu. Et donc, il y a un avantage fiscal à être endetté en Suisse. Et donc, tous ces avantages-là font que pour les gens, moins d'amortissement, c'est plus de cash flow pour un bien de rendement, parce qu'on n'a pas besoin de rembourser. Et puis, les intérêts passifs qui sont payés sont déductibles du revenu ou du revenu locatif, hein, c'est complètement égal. Donc voilà, ça reste intéressant, quoi. C'est très intéressant même. Ouais, super. Ah, donc il y a vraiment un vrai avantage et du coup, j'imagine qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent justement qui veulent investir, qui veulent s'y mettre. Nous, on le voit en tout cas du côté de la France, qu'il y ait déjà un pays qui a, comme tu dis, cette mentalité de je dois avoir mon travail, acheter ma résidence principale et même sans forcément dire je veux investir dans d'autres appartements, mais juste avoir sa résidence principale, c'est un peu un accomplissement en soi. Il faut avoir sa résidence principale, et cetera. Alors qu'en Suisse, c'est un peu, voilà, c'est un peu différent. Comme tu dis, c'est plutôt bon, on verra plus tard. Et du coup, est-ce que les Suisses, ils investissent aussi quand même dans d'autres choses, et ils voient l'immobilier un petit peu, on va dire en second plan, ou tout simplement, ils vivent leur vie et puis ils se disent: «OK, on investira, plus tard un petit peu». C'est quoi la vision, pour toi? Très intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est peut-être moins. Et je pense que de plus en plus, c'est la jeune génération qui est en train d'arriver et celle qui me suit aussi sur les réseaux sociaux se dit de plus en plus quand même que l'achat de la résidence principale, c'est pas la priorité, ou c'est certainement de moins en moins la priorité parce que aujourd'hui, on a un peuple qui est beaucoup plus flexible, hein. C'est terminé de trouver un Ouais. job dans une ville, rester pendant 40 ans et puis bouger. Donc, on est une génération qui a besoin de flexibilité et la location, c'est beaucoup plus flexible que l'acquisition. Que la Ouais. propriété, même si toujours, bon, il y a quand même pas mal de liquidités hein, sur le marché suisse parce que voilà, l'offre est faible, la demande est importante. Donc voilà, si on n'achète pas vraiment n'importe où, n'importe quoi, on s'en sort. Mais quand même, on reste quand même plus flexible avec de la location. Et donc, c'est vrai que les gens vont peut-être de plus en plus chercher à louer, et puis même que c'est déjà un gros pays de locataires, hein, la Suisse, à louer et puis à acheter, par contre investir, mais pour faire de la rentabilité, pour investir son argent pour sa prévoyance vieillesse, sa prévoyance professionnelle pour sa retraite, quoi. Donc ça, oui, c'est certainement dans cette direction qu'on va aller. Il faut savoir que d'ailleurs, à Genève, hein, on est à 18% de propriétaires. C'est extrêmement faible. On a un gros pourcentage Ah de oui. propriétaires quand même institutionnels en Suisse. Avec beaucoup d'acquisitions, des caisses de pension, des fonds de placement, fonds Ah oui. immobiliers, des banques, des assurances. Voilà. Ah, c'est C'est fou, marrant. hein. Ouais, c'est vraiment élitiste, quoi, du coup. C'est vraiment très, très élitiste, quoi. C'est élitiste. Ben, alors ça dépend où on achète, ça dépend ce qu'on achète, mais Ouais. effectivement le marché est plus cher quand même que ce qui se trouve ailleurs en Europe. Par contre, très intéressant et surtout très sûr, quoi. Et après, le Suisse quand même aime la sécurité. Ouais, ouais, Il est épargnant dans l'âme. Il ouais. aime bien mettre de côté, s'assurer, avoir des arrières. Donc c'est vrai qu'il va jamais investir tout ce qu'il Le a en pilier. général, à part si c'est dans des actifs qui sont très sûrs. Actifs très sûrs, Ouais. typiquement l'immobilier, quoi. Ouais, 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 c'est puis c'est la marrant, c'est marrant. facilité aussi d'acheter l'immobilier par les 1er, 2e et 3e piliers. Enfin, il y a tout un système comme ça en Suisse où il y a la possibilité d'épargner effectivement, ce qui est obligatoire parce qu'on peut le préciser, en Suisse, il y a pas de retraite. C'est à toi de faire ta propre, caisse de retraite pour l'avenir. Donc, voilà, il y a des choses qui sont prévues avec un 1er, un 2e, un 3e pilier et puis les Suisses, ils ont la possibilité d'utiliser cet argent, seulement à partir d'un certain âge ou s'ils achètent, comme apport dans l'immobilier. Donc ça Mmh. permet aussi effectivement, comme tu le disais, c'est difficile pour certains d'acheter, mais en utilisant ce pilier, ça leur permet d'accéder peut-être à la propriété un peu plus facilement et aussi de diversifier un peu les sources de revenus, ce qui est parfois pas le cas. Parce que sur le marché suisse, c'est vrai que les Suisses, à part investir dans l'immobilier, peut-être ils sont un peu bloqués pour investir dans d'autres secteurs.
Ouais, absolument. Alors, on a sur les trois piliers, c'est très juste, hein, le système d'assurance sociale suisse est un peu particulier. Alors, je suis pas un expert en assurance sociale, mais pour expliquer ça très brièvement, on a trois piliers en Suisse. C'est le premier pilier, c'est de la prévoyance qui est commune. Ça veut dire que c'est l'assurance vieillesse, en fait, c'est un pot commun où tout le monde cotise, tout le monde met de l'argent et c'est pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on a la LPP qui est le deuxième pilier, qui est là une cotisation, mais pour soi-même, prévoyance vieillesse pour soi-même. Donc là, c'est de la cotisation qu'on met nous de côté, qui est obligatoire par contre pour les actifs à partir de 25 ans pour la prévoyance. Donc ça, c'est obligatoire de mettre de côté pour sa retraite. Et en fait, le cumul du premier et deuxième pilier, ça doit correspondre à peu près 60% de ce qu'on gagne le jour où on arrive à la retraite. Et ensuite, il y a le troisième pilier qui est pas obligatoire pour le coup, mais qui est une prévoyance complémentaire pour sa retraite également. Et puis là, par contre, il y a beaucoup d'avantages fiscaux à le faire. C'est un gros vivier à business aussi, les troisième piliers. Et puis voilà, c'est simplement pour la prévoyance aussi personnelle cette fois. Et effectivement, on peut utiliser le deuxième et le troisième pilier pour acheter sa résidence principale, pas pour acheter des biens de rendement, mais pour sa résidence principale, parce que voilà, au final, la résidence principale devient aussi un espèce de véhicule d'investissement aux yeux de l'État pour sa prévoyance, pour sa retraite, bien que ça soit discutable. Ouais, oui, parce que enfin, dans tous les marchés, tu peux quand même faire des mauvaises affaires, des mauvaises opérations. Mais ouais, ça renforce vraiment ce que tu disais, dans le sens où, la conviction dans l'immobilier, elle est si forte que voilà, on te dit: «Bon, OK, tu peux utiliser cet argent-là, mais que pour de l'immobilier, pas pour entre guillemets, je sais pas, investir dans des startups ou quoi», mais ouais, c'est génial. OK, c'est génial. Ouais, complètement. Trop bien. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Ce que je disais souvent ce qu'on parlait sur l'immobilier et ce que tu disais tout au début du vocal, c'est que pour les Suisses, c'est pas accessible. C'est-à-dire que c'est accessible seulement à partir de 35-40 ans, voire plus. Et ça, c'est typiquement peut-être le problème numéro 1 de l'immobilier en Suisse, c'est le fait que c'est très cher et qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Et c'est notamment une des raisons que pousse l'un de nos secteurs d'activité, qui est la tokenisation, qui facilite justement l'accessibilité pour tous à l'immobilier par des départs de 50, 100, 200, 500 francs ou en euros selon le véhicule d'investissement qu'on utilise. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de gens qui se posent la question peut-être en Suisse d'investissement alternatif à l'immobilier, c'est-à-dire investir directement. Alors en France, il existe des SCPI, des choses comme ça, je ne sais pas si tu connais, ou des foncières immobilières, c'est-à-dire que tu investis dans une société cotée en bourse qui détient de l'immobilier, ou tu investis dans une société où tu as une part d'un portefeuille immobilier. Est-ce que ça existe aussi en Suisse, qui ressemble de loin à la tokenisation de l'immobilier, mais qui ressemble quand même à faciliter l'accessibilité de l'immobilier? Ouais, bien sûr, c'est de l'investissement immobilier indirect, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on n'est pas directement propriétaire d'un bien immobilier, mais on est indirectement propriétaire via des actions qu'on a achetées dans une société qui détient l'immobilier. Donc oui, ça existe. Ça existe, il y a des avantages et des inconvénients. La rentabilité, elle est plus faible évidemment que si on fait de l'immobilier direct ou si on sait en faire en tout cas. Et puis, par contre, il y a des avantages fiscaux. Et puis voilà, c'est plus liquide peut-être. On investit. Bon, c'est plus liquide, ça c'est discutable aussi, mais on investit aussi dans un pool, un portefeuille immobilier, donc pas uniquement dans un bien immobilier. Donc, si on a 150 000 francs de fonds propres, on va pas tout mettre 150 000 francs dans un bien immobilier et potentiellement se planter. Donc, oui, il y a des avantages. Il y a des inconvénients. Moi, personnellement, j'ai jamais investi là-dedans parce que voilà, l'immobilier direct, c'est ma spécialité et je sais très bien en faire ou voilà, je sais investir là-dedans. Pour quelqu'un qui a aucune connaissance, qui veut parquer de l'argent, disons que ça peut être intéressant. C'est mieux que de garder ça à la banque, c'est clair. Maintenant, en matière de tokenisation de l'immobilier, on a quand même beaucoup de contraintes en Suisse.
Je dis pas que ça va jamais arriver. On a maintenant des sociétés de crowdfunding. D'ailleurs, j'ai même fait des épisodes de podcast sur ma chaîne. On a des sociétés de crowdfunding immobilier, mais c'est toujours assez restrictif et contraignant en Suisse parce que la personne domiciliée à l'étranger ne peut pas acheter, ne peut pas investir en Suisse dans de l'immobilier résidentiel. En tout cas, pas n'importe où et pas n'importe comment. Il ne peut pas acheter plusieurs biens immobiliers. Donc, c'est vrai qu'on doit vérifier tout le temps qui est l'acheteur et comment l'argent et comment les fonds sont investis, ce qui est très contraignant. Yes. Ah non, c'est clair. Ouais, c'est vraiment, ouais, Les il y a parts, cette contrainte. je crois que c'est quoi? C'est à peu près 30% minimum, ça doit être des investisseurs étrangers, c'est ça? Non, alors une personne domiciliée à l'étranger ne peut pas acheter en Suisse sur le sol suisse du résidentiel. Il peut acheter de l'hôtellerie, Ouais. du commercial, de l'industriel. Ça, c'est faisable sans aucun problème. Mais il ne peut pas investir maintenant dans de l'immobilier résidentiel, sauf dans des régions qui sont très spécifiques, qui s'appellent des localités touristiques, qui sont des localités qui sont destinées au tourisme, typiquement, ou aux personnes domiciliées à l'étranger, typiquement les stations de ski, par exemple, où là, c'est possible, pas dans toutes les stations, mais c'est possible dans la majorité des stations. Mais c'est limité à un bien immobilier par investisseur, à 200 mètres carrés maximum de surface nette de planche habitable, surface assez particulière en Suisse, et à 1000 mètres carrés de terrain. Donc voilà. Après, on peut discuter et déroger un petit peu. C'est une loi qui date de 1983, donc qui est un petit peu obsolète quand même. Donc voilà, ça peut être sur les surfaces, on a un petit peu de marge, mais c'est quand même très, très contraignant et très restrictif. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas créer une société. C'est une question que j'ai tout le temps. On ne peut pas créer une société anonyme, mettre un administrateur suisse, signature individuelle suisse, et faire entrer des investisseurs étrangers à 99% et puis les faire investir. On ne peut pas faire ça comme ça, tout simplement parce qu'on doit justifier l'origine des fonds. En fait. Et on ne peut pas justifier l'origine des fonds l'origine des fonds doit être suisse, en fait, tout simplement. C'est pour protéger le sol suisse de l'emprise des personnes domiciliées à l'étranger, simplement. Ouais, c'est intéressant, c'est une forme, comme tu dis, de protection, à la fois, de pas laisser, n'importe qui juste parce qu'ils ont l'argent de pouvoir, investir et de conserver un peu ce patrimoine, bah, pour les personnes, qui sont suisses en tout cas, qui ont leur économie, qui ont de l'économie, qui font tourner l'économie aussi en Suisse. Parce que ouais, comme c'est le bien, on va dire, c'est le patrimoine le plus, j'ai l'impression en tout cas le plus important, l'immobilier en tout cas un des patrimoines les plus importants, ils les conservent de cette façon et par contre, est-ce que, toi, tu vois, avec les personnes avec qui tu travailles, les investisseurs, est-ce qu'eux, ils sont adeptes d'aller investir justement aussi en dehors, de la Suisse? Ou est-ce qu'ils préfèrent même eux, les investisseurs, même les particuliers, rester, au maximum en Suisse? Alors, j'ai eu l'occasion de tourner une vidéo avec un propriétaire d'une magnifique propriété qui est extrêmement fortunée. OK. Je ne sais pas combien elle se situe sa fortune, mais il est très très fortuné. Évidemment, grâce au marché immobilier suisse, au domaine de l'immobilier suisse qu'il a beaucoup développé. Et il m'a dit, on a fait cette vidéo ensemble, c'est très intéressant. Il m'a dit à la fin de la vidéo, j'ai beaucoup investi en Suisse, j'ai beaucoup investi à l'étranger. Et j'ai toujours investi en Suisse pour gagner de l'argent. J'ai toujours investi à l'étranger pour perdre de l'argent. Ah, au moins c'était Voilà. clair. Au moins, c'était clair. Non, c'est juste qu'en fait, si vous maîtrisez les codes un petit peu du marché ici et de comment ça fonctionne, vous pouvez vraiment bien vous en sortir. Et voilà, c'est quelque chose qui est sûr. Disons qu'on est c'est très régulé aussi. Donc, on sait quel est le cadre et on sait comment ça fonctionne, où se situer, etc. Donc, quand on a les bonnes informations, on sait comment faire, tout simplement. On sait ce qu'il faut aller chercher, on sait où le marché va évoluer. Et voilà, mais il faut savoir que typiquement cette loi de 83, c'est une loi qui a été ajoutée en 83 parce qu'il y a eu beaucoup d'excès et de spéculation pendant les années 70. On a eu beaucoup de changements entre les années 70 et 90 en Suisse d'un point de vue régulation immobilière, loi sur l'immobilier, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation, énormément de construction, grosse activité de construction, beaucoup d'investissements par justement des personnes domiciliées à l'étranger, entre 70 et 80. Et puis ensuite, après, bah voilà, il y a eu tellement de spéculation et beaucoup de renchérissement sur des immeubles que voilà, les prix ont commencé à enchaîner, à vraiment augmenter et rapidement. Et donc, il a fallu freiner un petit peu cette course qui allait dans tous les sens. Et donc, on a instauré, on a appliqué la loi sur l'aménagement du territoire, qui est une nouvelle loi qui a dit, OK, on va arrêter de construire partout,
dans tous les sens, n'importe comment. On va commencer à densifier un peu et construire dans les endroits qui font du sens. Donc là où c'est déjà construit, on va construire à peu près là, dans ces zones-là. Okay, puis on a commencé à réguler un peu tout ça. Puis ensuite, on a dit, début des années 80, OK, on va arrêter cette folie avec des investisseurs étrangers qui investissent n'importe quoi, n'importe comment. Donc on va limiter ça. Et voilà, puis ça s'est régulé petit à petit. Mais quand on voit les prix aujourd'hui du marché immobilier suisse, alors qu'il n'y a que des personnes qui sont domiciliées ici qui peuvent acheter au final, hein, on se dit heureusement qu'il n'y a pas n'importe qui peut acheter. Sinon, les prix, ça serait un délire. Ouais. Ah ouais, non, mais j'imagine, ouais, parce que sinon, ouais, ça peut. Enfin, moi qui habitais un petit peu sur Genève, je me souviens des prix. Et j'habitais vraiment sur Genève, j'étais pas frontalier. Et je me disais, mais ouais, mais en fait, c'est impossible, jamais je vais pouvoir acheter quelque chose ici. Et c'est de la folie. Après, dans des régions un petit peu à l'extérieur, un peu moins rurales, c'est un peu plus accessible. Mais ouais, le prix de l'IMO, après, il est corrélé tout simplement au niveau de vie, au niveau de revenus, en fait, tout simplement. C'est des plus grosses sommes auxquelles on est habitué, entre guillemets, en France. Mais au final, c'est pas du tout incohérent et encore moins vu la rentabilité et vu la sécurité que ça offre au final. Ouais, complètement. Mais ce qui est très, très intéressant à Genève, et souvent je pose la question, Genève-Zurich, c'est un peu la même chose, hein. Très souvent, Ouais. je pose la question aux personnes, aux professionnels de l'immobilier que j'ai en podcast, surtout ceux qui sont actifs à Genève, parce qu'il faut savoir que la maison standard Genève, 140 mètres carrés, deux salles de bain, 3 chambres, 10 ans, bonne qualité, elle est en moyenne 3 15 000 francs. Donc ça, c'est une Ouais. stat qui date d'il y a un peu moins d'un an, mais c'est un délire. À 3 15 000 francs, il vous faut, si je ne me trompe pas, il vous faut proche des 40 000 francs de revenus mensuels pour pouvoir acheter, pour qu'une banque vous finance de manière normale. 40 000 francs mensuels, c'est le salaire d'un conseiller fédéral. C'est Ouais. le salaire du Macron suisse, quoi. Donc Ouais, en c'est gros, clair. ça veut dire ça en dit long sur qui a la possibilité d'acheter à Genève en Suisse. Et pourtant, ça se vend. Ça se vend et ça se vend bien même. C'est un truc de C'est fou. la folie, hein. Et voilà. Ouais, c'est vraiment, ouais, ça reste réservé à une élite. En tout cas, c'est vraiment ça le truc, en tout cas, l'une des visions qui nous plaît dans cet aspect technologie où on peut accélérer et donner un peu, redonner un petit peu de pouvoir aux gens qui gagnent pas ces salaires-là, mais ont quand même envie d'investir dans de l'IMO. C'est pouvoir dire, OK, tu peux investir combien? 5 000, 10 000 et même beaucoup moins parce qu'il y a des plus petites parts et tu peux quand même faire travailler ton argent, ne pas le laisser sur un compte en banque où tout simplement ça va dormir et le faire vraiment travailler dans une économie qui est solide. En tout cas, c'est vraiment la vision qu'on a, nous, avec cette tokenisation et ce qu'on essaie de mettre en place. Et waouh, ouais, je n'avais pas cette stat en tout cas sur le prix d'une maison lambda. Ouais, je comprends qu'il y ait autant de locataires, quoi. Moi, ce que je me souviens, c'est que la première fois que je suis venu en Suisse, c'était en 2005, et j'ai acheté le premier bien immobilier en Suisse en 2006. Hem Et à l'époque, c'était, plus de 200 000 € pour 50 mètres carrés. C'était un appartement dans une station de ski. Et déjà à l'époque, je me suis dit, mais bon, j'avais tout juste 18 ans et je me suis dit: «Mais c'est impossible que ça soit aussi cher». Parce que 200 000 € en France, on a une maison et même à l'époque, on pouvait presque en avoir 2. Et là, je suis arrivé, alors c'était une station de ski, donc voilà, il y avait plein d'avantages. Comme j'étais aussi à l'étranger, je ne pouvais pas acheter autre part que justement dans une station de ski parce que c'était autorisé et parce que c'était aussi une résidence principale à l'époque. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit: «Ah ouais, 200 000 € pour ça». Et en fait, à partir du moment où je me suis endetté avec une banque suisse, et ben, en fait, je payais beaucoup moins cher, par exemple, mon crédit, que si j'aurais pris une location, parce que la location, ça aurait été peut-être 1 500 francs par mois. Et là, je crois qu'avec mon crédit, j'étais peut-être à moins de 800. Donc c'était vraiment super avantageux. Mais effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est très difficile d'acheter en Suisse. Et en plus, encore plus quand on vient de l'étranger. Ouais, effectivement. Alors, il faut savoir qu'économiquement, on a un pays quand même très solide, hein. D'ailleurs, ça s'est montré là avec les crises Ah oui, géopolitiques qu'on a eues, là, Bancaire. économiques qu'on a eues ces 2 dernières années. Beaucoup de choses qui sont passées. On a eu un taux d'inflation qui a tout juste dépassé les 3% à son pic, vraiment. Aujourd'hui, on est redescendu beaucoup plus bas. Le franc suisse est quand même très, très fort, assez safe. Et voilà, on a des taux d'intérêt qui sont très bas.
quand même. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu l'information ce matin, il y a des taux qui se signent aujourd'hui à moins de 2% sur 10 ans en Suisse, quoi. Donc, ça signe un 8 à 9 aujourd'hui de nouveau sur 10 ans, ce qui est relativement bas, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi qui pousse les gens, l'intérêt des gens pour acheter, c'est ça qui pousse les prix vers le haut aussi, ça c'est clair. Mais voilà, ça reste intéressant parce que au final, quand on est propriétaire, par contre, après, c'est pas très cher d'habiter dans sa propriété. Bien que moi, je suis pas un fervent défenseur de la résidence principale. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas acheté, je suis pas propriétaire de ma résidence principale, je suis locataire parce que mon argent, je l'utilise et je l'investis et je l'utilise pour faire des bébés plutôt. Ouais. Donc voilà, j'investis mon argent et moi, ma résidence principale, je l'achèterai le jour où vraiment j'ai beaucoup trop d'argent et je sais plus quoi en foutre avec. Donc là, j'achèterai ma résidence principale. Mais c'est pas mon but maintenant. Ouais, Et comme j'ai dit, je fais partie de cette génération qui a besoin de flexibilité aussi. Je vais pas acheter et me bloquer maintenant. C'est une bonne vision, hein. C'est une bonne vision parce qu'au moins, du coup, tu te sers de tous les leviers que tu peux pour faire travailler ton argent, Et pour au créer niveau de la vraiment, technologie dans l'immobilier, toi qui es un expert, quel impact tu vois dans la technologie? On parlait tout au début des PropTech, enfin juste au début du call. Quelles technologies tu vois qui sont liées, par exemple, à l'immobilier, par exemple aux transactions immobilières, à la partie financière? Est-ce qu'il y a des technologies, est-ce qu'il y a des choses dans l'immobilier qui pourraient faciliter cette accessibilité ou pas encore? Ouais. À part bien sûr le Ouais. crowdfunding comme on en a parlé aussi. Je pense très clairement, et là, c'est un peu votre domaine, la tokenisation, mais donc la blockchain, tout ce qui s'ensuit, mais très clairement, je pense que ça va modifier le travail des notaires. Le notaire aujourd'hui, je ne sais pas à quel point, mais ça, c'est partout sur Terre, c'est pas qu'en Suisse. Hein. Je ne sais pas comment le notaire peut encore, ou je ne sais pas comment il va pouvoir continuer à justifier ses honoraires qui varient énormément en Suisse. Il faut savoir qu'on a des cantons qui ont des notaires qui sont fonctionnaires, donc qui sont étatisés un peu, et qui travaillent pour l'État et qui sont là que pour valider la signature. Et au final, c'est un petit forfait qui coûte rien, quoi. Donc typiquement, vous achetez à Zurich une propriété peut-être à 4 millions, vous allez payer 5 000 francs d'honoraires de transaction, sur la transaction, ok, très peu de frais. Et vous achetez la même chose à Genève, ça va vous coûter 5%, quoi. C'est monstrueux. Et c'est incroyable de penser qu'il y a une telle différence entre deux cantons qui sont si proches, quoi. Donc en Suisse allemande, vous avez plusieurs cantons comme ça. En Suisse romande, il n'y en a pas. Donc en Suisse romande, tout est au pourcentage, mais les pourcentages varient beaucoup en fonction des cantons. Ça va de 3 à 5%. Plus vous allez vers Genève et plus c'est cher. Ça qui est fou aussi, parce qu'à Genève, au final, c'est un impôt à l'achat plus un honoraire pour le notaire. Mais à Genève, vous avez les prix les plus élevés et vous avez le pourcentage sur le prix le plus élevé aussi. Donc vous avez des valeurs absolues de prix de transaction qui sont monstrueuses, monumentales. Mais bref, mais ça, je ne saurais pas comment dire et comment un notaire pourrait justifier 1,5% d'honoraires, même 1% d'honoraires sur des transactions à 5 millions quand il s'agit de faire juste une confirmation de OK, moi je prends bien ce document que toi tu signes et puis voilà, je certifie que la transaction se passe correctement. C'est moi le responsable pour valider ces transactions. Alors qu'aujourd'hui, voilà, la technologie va certainement te permettre de faire ça. Donc je pense pas que le notaire va disparaître, bien sûr que non, mais je pense qu'il va devenir beaucoup plus orienté conseiller pour les acheteurs, respectivement les vendeurs, plus que je valide la transaction. Parce que la validation de la transaction aujourd'hui, elle va pouvoir se faire prochainement, et même c'est déjà le cas, c'est possible maintenant. Maintenant, le temps que ça change. En Suisse, il va se passer du temps, hein, parce que voilà, on va pas précipiter trop de choses, mais il va. Je pense que pour simplement transférer et mettre le stempel, ok, c'est bien, je confirme bien que la transaction soit faite. Là, je pense qu'il servira plus à rien. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que c'est ultra juste ce que tu dis dans le sens où il y a tout ce conseil aussi qui va se mettre en place et ça va sûrement être un pourcentage qui va sûrement être diminué, mais au final, il y aura plus de transactions, donc il gagnera peut-être la même chose, voire plus, parce que s'il y a plus de transactions qui se font, au final, il valide et ouais, il y aura peut-être plus un rôle de OK, je valide bien, comme tu dis, parce qu'au final, j'ai aussi la même vision que toi dans le sens où les notaires, je pense pas qu'ils vont disparaître. Par contre, ils vont avoir un rôle ouais, à la fois d'éducation et de conseil et à la fois de dire OK, oui, cette transaction, elle n'est pas passée par mes mains directement, elle est passée par une technologie, elle est passée par la blockchain. Par contre, le côté humain, à mon sens, en tout cas, il ne devra jamais disparaître et toujours être là pour vérifier que tout a bien été fait, tout est en ordre, etc. Et valider, remettre bien le coup de tampon, entre guillemets, pour bien valider tout ce qui a été fait. Ça, c'est clair en tout cas. Pour moi, c'est une évidence.
Et sur la PropTech, à part ça, on a plein d'autres choses. En Suisse, ça se développe, ça s'est développé un petit peu plus tard qu'en France, aux États-Unis, ailleurs, mais ça se développe beaucoup maintenant. J'ai fait plusieurs épisodes d'ailleurs de podcasts avec des PropTech suisses. Et moi, le seul truc qui me fait peur avec les PropTech, c'est qu'il y en a vraiment de plus en plus et vraiment massivement. Donc je sais pas à partir de quel moment elles vont commencer vraiment à se marcher dessus. Et au moment où ça ne fera plus de sens en fait de faire des PropTech pour faire des PropTech, quoi, tout simplement. Donc certes, ça allait lentement jusqu'à maintenant, mais là, l'engouement il est tel qu'elle commence à faire la même chose simultanément. Bon, il y aura peut-être une limite, mais bon, ça c'est le marché qui la fixera. Mais autrement, il y a des PropTech pour tout, hein. Donc un gros sujet aujourd'hui dans l'immobilier, et ça c'est partout en Europe, c'est la durabilité, évidemment, critères ESG. Donc l'écologie dans la construction et l'immobilier. Là, il y a beaucoup d'économies à faire d'un point de vue énergétique en Suisse. Donc des PropTech là qui ont évolué là-dedans, il y en a. Là, ça s'est répandu très très vite parce que le besoin est vraiment important. Elles se sont bien rendues compte. Donc comprendre comment le bâtiment consomme, parce que c'est vrai que la moitié du CO2 qui est dégagé en Suisse, ça provient des bâtiments. Donc c'est énorme. Et donc on a besoin de faire un vrai effort écologique sur les bâtiments. Donc voilà, comprendre comment l'immeuble consomme et puis ensuite adapter cette consommation ou faire des travaux de rénovation. On a aussi dans la construction, alors là c'est plus de la PropTech, mais la construction il manque cruellement de main d'œuvre et on a beaucoup besoin de bras pour pouvoir respecter en fait les engagements pris par l'État et les objectifs qui sont fixés en 2030, 2040, 2050, etc. Et puis voilà, autrement sur des PropTech, on a toujours autour de l'expérience utilisateur, cette fois locataire, de son logement. On a aussi la digitalisation de l'immeuble lui-même avec le BIM, etc. Ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, les jumeaux numériques. Beaucoup de choses beaucoup de PropTech dans tous les sens. Je connais pas ce terme-là de BIM avec la digitalisation, ça m'intéresse. Tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, c'est du Building Information Modeling. Ouais. C'est simplement la mise, enfin le plan 3D digitalisé d'un immeuble Scannage. en le découpant dans dans tout son sens. Ça veut dire le squelette du bâtiment. Ça veut dire on a une installation de A à Z. Alors le problème c'est que tout le monde doit jouer le jeu en fait, parce que l'idée c'est que toutes les installations techniques soient répertoriées dans un modèle 3D. D'un bien immobilier. Typiquement, tu veux rechercher 14 ans après la construction, tu veux faire une petite modification, ajouter une cloison, tu veux chercher où passent les tubes d'électricité, tu devrais pouvoir retourner dans ton modèle BIM et puis récupérer le trajet, le parcours exact de ton tube dans ton mur et puis sans le percer si tu dois faire des trous par exemple. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Il y a beaucoup d'aide, alors beaucoup de compréhension aussi et on évite beaucoup de surcoûts au moment de la construction. Par contre, il faut que tout le monde joue le jeu, c'est clair, sur les informations données au modèle. Et surtout, il y a une grosse plus-value, moi je vois par contre sur l'exploitation après. L'exploitation, la maintenance, la rénovation plus tard. C'est vrai que dans 50 ans, si tu as répertorié tout ce qui se passe dans tous tes murs bien précisément et que tu as accès à ces datas, c'est hyper valuable. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, oui, comme tu dis, on a toute cette image de personnes qui tapent un peu dans le mur et dire ouais, bon, derrière ça, je sais plus exactement comment ça passait déjà, comment est-ce qu'on l'avait mis, studio, etc. Alors que là, si dès le début, tout le monde s'est bien mis d'accord sur comment ça devait être fait et que dans l'exécution, les gens l'ont bien fait aussi, ils ne se sont pas dit ouais, en fait, le tube, il était marqué à droite, mais bon, je vais le mettre à gauche. Ouais, ça aide pour beaucoup de choses et ça, c'est intéressant et parce que même ça, tu vois, c'est des informations, qui, je sais pas comment elles sont stockées, aujourd'hui, mais c'est même des informations qui peuvent être bloquées, qui peuvent être stockées sur la blockchain et qui peut du coup, assurer qu'on perde jamais entre guillemets ce plan-là, ce plan digital. C'est ultra intéressant, je connaissais pas. Le BIM. Bien sûr. OK. La tokenisation de l'immobilier, c'est un gros sujet pour l'immobilier, mais il y a aussi la digitalisation. Donc, c'est clair que la tokenisation, c'est une partie de la digitalisation, à mon sens, du marché immobilier, du monde de l'immobilier. Mais là, il y a un gros effort à apporter à ce domaine parce que c'est un domaine qui n'a pas bougé en 100 ans. Hein. C'est-à-dire, il y a 100 ans, on construisait quasiment la même chose que maintenant, sauf qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'isolation et on a changé le système de chauffage. Mais en gros, c'est la même chose. Hein. Donc même si
quand même la stabilité du domaine immobilier et puis les fondamentaux de l'immobilier font que c'est quand même un domaine sûr, un domaine qui dure dans le temps, qui est pérenne, beaucoup plus que certaines choses. C'est jamais un domaine qui fera du moins 99% comme les NFT. Mais par contre, il y a un problème d'innovation, c'est clair, et puis un problème d'innovation et puis de digitalisation. Ouais, la 100%. digitalisation, elle peut être valable sur plein de choses. Effectivement, je sais que maintenant, il y a aussi de plus en plus de la digitalisation sur des plans, notamment des drones qui arrivent à scanner la totalité d'un bâtiment. Je sais qu'il y a plusieurs sociétés spécialisées en Suisse là-dedans. Effectivement, la digitalisation de l'immobilier, elle passe, effectivement, on parlait de la tokenisation, donc qui est valable pour le système de transaction et la propriété. Ça, c'est super bien. Alors, on enlève des NFT parce que nous, c'est pas notre spécialité et on part du principe que la tokenisation, c'est pas forcément avec du NFT, mais voilà, on fait vraiment avec du security token et c'est la force. Puis après, il y a la digitalisation de tout le reste de l'activité immobilière qui a besoin d'être complètement rénové parce que même les plans, c'est tout à l'ancienne. Enfin, ouais, je pense comme tu le dis très justement, ça fait peut-être 20 ans que ça n'a pas vraiment évolué et que maintenant, il y a la possibilité, avec les nouvelles techs qui se font, de pouvoir simplifier tout ça. Et toi, comme expert, c'est quoi la plus grosse évolution qui est déjà en train de se faire sur le marché de l'ère du numérique et de l'immobilier? Est-ce que c'est ce qui est pour toi la plus grosse révolution, la plus importante, ça va être de justement les transactions, de faciliter les transactions, de faciliter la propriété, de pouvoir donner la possibilité à tout le monde d'accéder à des informations sur son propre bien? C'est quoi, c'est pour toi, si tu devais mettre en avant une technologie, c'est laquelle? Ouais, il y a plein de verticales dans lesquelles il y a des efforts à faire, hein. Même toutes les verticales qui concernent l'immobilier. Et clairement, ouais. Alors, je pense que la transaction, je pense que quand même le plus gros travail à faire, à mon sens, c'est l'expérience utilisateur d'un acheteur, l'expérience acheteur d'un projet neuf. Ça, c'est grave, ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est Ouais. l'expérience, ça devrait être le meilleur parcours de vie d'un acheteur, et très souvent, c'est les plus gros cauchemars qu'il puisse faire pendant tout l'achat, le suivi de la construction, etc., et comment ça se passe. Donc ouais, là, il y a clairement quelque chose à faire. Il y a un gros effort à faire. Et puis autrement, sinon, je dirais alors, je pense que c'est la partie construction. À mon sens, c'est là où il y a le plus d'innovation à avoir. Et puis ensuite sur la transaction aussi. Ouais. Transaction, que ce soit pouvoir acheter à plein, via la tokenisation de l'immobilier. Voilà, ça c'est un truc qui sera quand même lent en Suisse, hein, je pense, mais beaucoup plus développé en France et ailleurs. Et puis notamment Realty, hein, qui s'en sort très bien, hein, qui va très vite, qui fait beaucoup de choses. Et puis il y aura aussi dans un deuxième temps, je pense, la transaction pure et dure de quelqu'un qui achète, quoi. Parce que là aussi, c'est un parcours du combattant assez compliqué. Alors là, pour le coup, je crois que la Suisse est beaucoup plus simple que la France, dans le sens où ici, littéralement, vous trouvez une opportunité, vous mettez d'accord sur le prix de vente, la semaine suivante, vous pouvez signer chez le notaire, et ça peut être réglé en 2 semaines, quoi. Donc vous pouvez devenir propriétaire en 2 semaines de votre bien immobilier sans aucun problème. C'est plus une question de financement, là plus une question d'acheteur aussi sur ses capacités à aller vite et sa banque à aller vite pour faire le financement. Mais si c'est bien pré-mâché et bien travaillé, ça peut aller relativement vite, même extrêmement vite. Ça dépend des disponibilités du notaire après pour signer, mais c'est tout. Et par contre, je sais qu'en France, il y a quand même plus de documents à voir, des diagnostics à faire, et c'est un peu plus contraignant. Ici, il n'y a pas de compromis d'ailleurs. En Suisse, il n'y a aucun compromis de vente. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'un Suisse qui se porte acquéreur d'un bien immobilier, qui signe l'acte de vente, c'est terminé, liquidé. Il n'a plus de retour en arrière possible. Et s'il veut revendre, il revend. Mais il ne peut pas se départir du contrat. L'acte de vente est définitif. Et d'une fois que c'est signé, il est irrévocable. Okay, donc, je sais qu'il n'y a pas de compromis ici. Oui, ce qui est bien parce que les compromis, ça engage souvent. Enfin, on entend souvent plein d'histoires liées aux compromis, que ça soit à la fois du côté du vendeur ou du côté de l'acheteur. On s'engage, mais en fait, bon, peut-être si on trouve une meilleure option entre-temps, bon, on laisse un petit peu la personne sur le carreau, si on est l'acheteur, par exemple. Donc, et inversement aussi, les vendeurs peuvent, se dépatouiller un petit peu plus. En tout cas, moi, je trouve que c'est mieux de dire, OK, on pose la réflexion. Et quand on s'engage, on s'engage à 100%. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux en tout cas. Et après, oui, libre à nous de dire, bon, OK, en fait, j'ai mal acheté ou j'ai pas acheté ce que je voulais, je le revends.
mais entre guillemets, c'est pas le problème du vendeur qui lui a juste mis le bien à disposition pour la vente. Ah bah la réflexion ici, c'est simple, hein, Ouais. tu réfléchis avant d'acheter, quoi. Quand tu as acheté, c'est terminé, quoi. Tu as pas à réfléchir avant de signer, et une fois que tu as signé, tu réfléchis encore. Tu réfléchis avant, quand tu as décidé, point barre. Ouais, trop bien. Mais je trouve le compromis de vente, honnêtement, il fait pas de sens. Moi, j'arrive pas à comprendre Ouais. ce système. Dans le sens où Pas d'hésitation. le mec qui va signer le compromis, c'est qu'il a déjà réfléchi. Mais une fois qu'il a signé le compromis, c'est-à-dire quoi? Il avait pas le choix, ou il a mal réfléchi, il va se refaire conseiller un dernier coup avant de. Je comprends pas, quoi. Donc c'est soit t'achètes pas, quoi. Il faut te décider. Je suis bien d'accord. Et tu disais que ouais, et tu disais que c'était un peu le Il y a parcours du une des combattant. forces, aussi de la digitalisation et de l'avenir avec la tokenisation et la blockchain. C'est, je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse, c'est ce qu'on appelle le nantissement. Je ne sais pas si ça fonctionne en Suisse, où typiquement le gage immobilier, par exemple, je suis propriétaire d'un studio et je voudrais racheter un bien immobilier plus grand. Est-ce que je peux mettre en gage le studio pour pouvoir racheter plus gros? Est-ce que je peux mettre en gage de l'immobilier pour pouvoir acheter autre chose, ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Ouais, complètement. En fait, c'est le refinancement qui se fait en Angleterre, aux États-Unis. Donc, c'est une particularité de la Suisse. La Suisse permet de pouvoir utiliser des biens immobiliers déjà existants comme garantie pour acheter d'autres biens immobiliers. Ça veut dire qu'on peut augmenter la dette des biens immobiliers qu'on possède pour pouvoir dégager ce cash-là et investir dans de biens immobiliers et réutiliser l'effet de levier, réutiliser la dette pour acheter ces biens immobiliers. Donc, c'est très intéressant. Par contre, il faut déjà posséder des biens immobiliers. Et il faut évidemment que la dette fasse du sens. Je veux dire, si vous êtes endetté au maximum ici, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce bien immobilier qui est endetté au maximum pour acheter un autre. Mais si le premier bien immobilier que vous possédez a peu de dette, eh bien là, le système en Suisse vous permet d'augmenter cette dette, récupérer l'argent et l'investir ailleurs dans un autre bien immobilier. Donc en fait, et c'est comme ça que font les grosses fortunes ici, hein, sur le sol suisse, pour développer leur patrimoine. Elles travaillent sans cash presque, hein, quasiment sans argent, en utilisant le patrimoine qu'elles possèdent déjà, pour lequel, par contre, elles ont dû dégager de l'argent. Elles ont dû avoir de l'argent à un moment donné pour acheter ces biens immobiliers-là. Et puis ensuite, elles utilisent ce patrimoine-là pour acheter d'autres patrimoines et développer leur patrimoine. Donc, c'est très intéressant. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vu que l'immobilier en Suisse double chaque 25 à 30 ans, sa valeur, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cet effet de levier sur ces propriétés pour acheter et développer plus ou moins rapidement en fonction du timing quand vous avez acheté, en fonction de comment vous avez acheté, si vous avez acheté c'est bien, enfin voilà, si vous avez fait votre bon travail de due diligence au départ quand vous avez acheté le premier bien immobilier. Mais effectivement, c'est très intéressant. Et en nantissement, il y a aussi d'autres façons de faire pour acheter l'immobilier. Ça peut être, typiquement, vous possédez, moi, je sais pas, pour 3 millions de montres de luxe, par exemple, ou bien des actions, qu'on titre avec des actions. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un crédit lombard. C'est la mise en nantissement de vos actifs pour pouvoir dégager du cash et l'investir dans des propriétés immobilières. Là, après, ce cash-là, vous n'êtes même pas obligé de l'investir dans des propriétés immobilières, mais c'est des solutions pour pouvoir acheter de l'immobilier, effectivement, en mettant en garantie des actifs que vous possédez déjà. Et ça peut être de l'art, ça peut être des montres de luxe, ça peut être des actions, des obligations ou autres. Mais ça, c'est intéressant. Par contre, évidemment, ces crédits lombards qui sont, par contre, à des taux qui sont proches du taux hypothécaire, donc c'est relativement bas, hein, c'est comme des taux hypothécaires, mais c'est limité quand même à une élite. Là, vous devez posséder des assets déjà, Ouais. Typiquement, si vous avez pour 3 millions de montres, on vous dégagera jamais tellement plus qu'1,5 million de crédit pour acheter ailleurs, quoi. Donc, voilà. Mais effectivement, avec le système de security token et de nantissement, si on est par exemple propriétaire d'une montre qui vaut 3 millions et qu'elle a été divisée en parts, et en fait, on peut tout simplement dire, voilà, je mets 50% de ma montre en nantissement et avec ça, je peux acheter quelque chose. Pareil, sur l'immobilier, je n'ai pas besoin de mettre en nantissement la totalité du bien immobilier. Si je suis propriétaire, je ne sais pas, d'un bien immobilier qui vaut 1 million et que donc du coup, il a été divisé en tokens sur un total de 1 million et que j'ai besoin de 300 000 euros, je vais mettre en nantissement 300 000 euros plus éventuellement l'intérêt à un prêteur qui va récupérer par exemple 350 000 francs. Et une fois qu'il aura ces 350 000 francs, en termes de part, je lui donne l'argent et il peut faire ce qu'il veut avec. Ce qui fait que du coup, je suis encore propriétaire du reste du bien immobilier. Et si c'est un bien d'immobilier de rendement, je peux quand même toucher encore un pourcentage des revenus dessus. Donc ça, c'est aussi et ça va fonctionner aussi grâce au nantissement. Donc ça peut être une des possibilités sur l'avantage
à faciliter l'accès à la propriété grâce à la tokenisation ou aux technologies. Mais c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est qu'au final, comme tu dis, en fait, tous les procédés, que nous on œuvre à vouloir développer et appliquer, c'est des procédés qui existent déjà. Donc c'est pas des nouvelles choses comme le nantissement, voilà, typiquement, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est juste avec cette surcouche un peu technologique qui vient, faciliter un petit peu la chose. Mais super intéressant en tout cas qu'ensuite ils aient déjà cette ouverture, d'esprit de dire: «OK, ouais, le nantissement, on l'accepte, on le contrôle», évidemment, parce que, ben, le but, c'est qu'ils se protègent aussi et ça, c'est complètement normal. Mais en tout cas, qu'ils le mettent déjà en place, pour comme tu dis, puis c'est intéressant qu'ils acceptent même, voilà, même les montres et cetera. En tout cas, il faut que ça soit des actifs, qui soient, on va dire, sécurisés, quoi. Ouais, ouais. Après, si tu as une montre qui vaut 20 000 francs, ils vont pas te filer 10 000 francs, hein. Ouais, non, mais C'est, d'accord, oui, oui. ouais, ouais. Ouais, ouais, Il te faut des assets vraiment. Puis bon, c'est c'est le pays des montres quand même, ici. c'est vrai. C'est obligatoire. Il en faut une par jour. Il en faut une par jour apparemment, pour un Suisse qui se respecte, c'est une par jour, une montre différente par jour pour un Suisse qui se respecte. Trop bien. Mais, OK, cool. Et du coup, pour avoir un petit peu ta vision, qu'est-ce que toi tu es en train de développer? Tu mets vraiment ton focus. Je sais que tu as plusieurs projets en ce moment. Quel est là où tu mets ton focus, principal? Quels sont un peu tes projets dans les 6 prochains mois, ou pour 2024? Si tu veux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais. Moi, mon seul but, c'est vraiment développer cette communauté immobilière le plus possible. Donc, je continue aussi d'apprendre, moi, de mon côté, hein. Je me forme en permanence. Là, ça fait 5 ans que je fais un jour par semaine de cours en permanence tout le temps, où j'apprends des sujets différents de l'immobilier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de droits aussi, donc très intéressant. Mais voilà, donc je continue d'apprendre de mon côté, donc personnellement. Et d'un point de vue business, vraiment, je continue de développer au maximum cette communauté pour que ce soit c'est déjà la plus grande de Suisse romande pour les investisseurs privés qui sont intéressés par l'immobilier. Donc, on continue à ce rythme-là. J'ai des projets en cours qui sont intéressants aussi. Et moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir proposer à cette communauté après. Et on a commencé à le faire déjà et ils sont très contents. Mais des deals directement, investir avec moi aussi, ou eux souhaitent investir dans des projets. C'est ce qu'ils cherchent au final, hein, à travers cette communauté. Et on continue de développer ça au maximum. Ah génial. Ouais, parce que du coup, ils profitent de ton expertise. Ils sont convaincus que des choix que tu fais parce que, bah, tu l'as démontré tout simplement par A et plus B que tu sais de quoi tu parles et toi, ça te permet aussi de leverage, ta communauté, d'avoir une communauté d'investisseurs et d'aller chercher, ben, plus de patrimoine et d'aller construire ça et comment ça se passe justement, ce point où voilà, on va acheter à plusieurs, par exemple, en Suisse, on va acheter un bien à plusieurs. Comment est-ce que ça se passe, actuellement? Mm. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Non, alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile dans plein de sujets. Mmh. Je pense d'ailleurs, pour revenir à ta question, juste pour la clôturer sur Ouais, quel est mon but à travers tout ça. ouais. Je pense que j'ai un avantage, moi, concrètement, dans ce que je fais, c'est que le seul truc qui m'intéresse, et honnêtement, sur cette terre, c'est l'immobilier. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc en fait, OK. je passe ma vie à faire ça et je vais passer ma vie à faire ça et je vais mourir en faisant de l'immobilier. Donc en fait, OK. je pense que c'est un gros avantage que j'ai parce que je divague pas ailleurs, quoi. Il y a rien Ouais, je vais pas commencer à m'intéresser au Bitcoin ou au NFT ou à la tokenisation, même que je devrais, même que c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants. Mais ce que je maîtrise, c'est l'immobilier. Je me focalise là-dessus, uniquement là-dessus. super. Et à mon sens, c'est comme ça que je vais pouvoir quand même, avec l'apprentissage et le temps, devenir assez bon là-dedans, quoi, tout simplement. Et sinon, pour la question de l'achat à plusieurs, alors les sociétés de crowdfunding immobilier aujourd'hui font de l'immobilier direct, mais c'est un peu de l'immobilier direct déguisé en immobilier indirect. Comme on l'expliquait avant, vous avez la possibilité d'acheter en immobilier indirect des actions d'une société qui détient un bien immobilier. C'est des sociétés qui sont agréées FINMA. FINMA, c'est l'autorité financière de la Suisse, Mmh. qui a d'ailleurs son bureau à côté de la Banque nationale suisse à Berne, qui est un très très joli bâtiment. En gros, ces sociétés ont la possibilité de faire rentrer des investisseurs privés uniquement quand elles sont agréées FINMA. Donc voilà, il y a des restrictions juridiques, financières, en gros. Et puis, dans l'immobilier direct, pas. Dans l'immobilier direct, si vous détenez votre bien immobilier directement, c'est-à-dire vous êtes inscrit comme propriétaire
du bien immobilier au registre foncier, ben là, vous n'avez pas cette problématique FINMA. Donc, ça veut dire qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent de l'achat participatif en crowdfunding de parts d'immeubles, de parts de biens immobiliers. Mais c'est des parts de biens immobiliers spécifiques. Là, on n'achète plus dans un pôle de propriété, on n'achète plus une partie d'un portefeuille, on achète une partie d'un bien immobilier bien spécifique, bien précis, et on est inscrit en tant que propriétaire au registre foncier du bien immobilier. Donc, ça donne des extraits de registre foncier qui sont assez contraignants parce qu'il y a 100 pages de propriétaires détaillés dans l'extrait. Il y a des contraintes aussi juridiques parce que chaque signature d'achat, c'est une signature sous forme authentique, donc ça veut dire devant notaire, donc ça veut dire il faut valider l'identité, il faut signer à la main et voilà, il faut le faire en bonne et due forme, donc ça se fait par des Zooms et voilà, des certifications avec carte d'identité avec le notaire en live. Enfin bref, ça demande pas mal de travail, mais intéressant. Et puis voilà, donc là, vous êtes propriétaire directement. Et sinon, autrement, vous avez la possibilité de faire des petits groupes d'investisseurs. Et là, vous avez, je sais pas, des sociétés simples qui sont plusieurs sociétés qui achètent ensemble une propriété. C'est possible. Donc voilà. Mais il y a pas mal de structures différentes. En gros, il y en a 4 vraiment pour l'investissement collectif en Suisse. C'est un FPC qui est un fonds de placement collectif, une SICAV qui sont des sociétés d'investissement à capital variable, sociétés d'investissement à capital fixe, et puis des SCPC qui sont des sociétés en commune dite de placement collectif. Donc c'est plusieurs structures juridiques qui sont différentes, mais qui au final nécessitent toutes l'aval de la FINMA, de l'autorité financière, pour pouvoir faire entrer des investisseurs. Et puis, elles ont des spécificités différentes les unes des autres, quoi. Donc voilà, il y a quand même des connaissances à avoir et surtout des fonds à avoir, beaucoup d'argent à avoir pour pouvoir lancer ce genre de choses. Et ok, ouais, donc du coup, ça se fait quand même très bien entre gars. Enfin, il faut connaître son sujet évidemment. Et par contre, au niveau de la liquidité, j'imagine que ça doit être à quel point est-ce que c'est facile ou à quel point est-ce que c'est compliqué, dans le sens où on veut, de justement, moi, si j'ai des parts d'un immeuble qu'on a ensemble, et à quel point est-ce que c'est facile ou à quel point c'est compliqué d'aller vendre justement ces parts. Est-ce qu'il y a il y a un marché secondaire qui est assez actif? Est-ce que c'est moi qui dois trouver une personne? À quel point il y a de la demande par rapport à ça? Alors, c'est la contrainte c'est une très très bonne question, hein. C'est la contrainte du crowdfunding immobilier aujourd'hui. C'est que l'investissement immobilier direct comme ça, pour les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, des petits bouts d'immeubles, il n'y a pas de marché secondaire. Le marché secondaire est très faible et très mauvais, sachant que même s'il existe, en fait, le retour sur investissement est nul, quoi. Ça veut dire qu'on achète des parts aujourd'hui, on met 100 000 francs, par exemple, 50 000 francs aujourd'hui. Dans 10 ans, on revend au même prix, quoi. Il n'y a pas de plus-value. Donc, c'est un peu contraignant et on s'assied quand même sur une grosse plus-value du marché immobilier suisse qui est la prise de valeur dans le temps. Donc, le marché secondaire est compliqué. Et là, je pense que la tokenisation pourrait améliorer grandement les transactions, et la fluidité des transactions. On le voit en tout cas, en France, il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent justement, et beaucoup d'acteurs ont fait ce choix de démarrer par la tokenisation, justement par l'immobilier, et donc qui permettent facilement ce marché secondaire, mais qui à l'heure actuelle ont même du mal sur le marché primaire. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui ont été tokenisés, enfin les sociétés ont été tokenisées, tout est en règle, etc. Mais du coup, comme le marché n'est pas encore éduqué à ça, les gens ils se disent: «Ouais, en fait, même si c'est une part à 100 €, je sais pas, en fait, les gens ils osent pas». Moi, mon avis, c'est que ça va plutôt venir, principalement, majoritairement, de plutôt les professionnels, les investisseurs pros qui vont plus être enclins à se dire: «Bon, OK, on investit de cette façon-là», et ensuite le retail, ensuite, les particuliers, ils vont s'y mettre. En tout cas, j'ai plutôt cette vision-là. On verra ce que le marché va faire. Même si nous, notre objectif, c'est évidemment que même des particuliers aussi puissent se lancer dans ces façons-là. Mais c'est marrant parce qu'on a d'un côté, comme tu dis, toi, il y a des gens qui le font, mais qui n'ont pas ce marché secondaire. Et à l'heure actuelle, en tout cas, j'espère que ça va évoluer, mais on a ce marché, nous, secondaire, qui est même prêt. Mais du coup, les gens mettent un peu plus de temps à s'adapter à ça, entre guillemets.
Ok, C'est intéressant ça. ouais, c'est un petit peu heu, l'actualité par rapport à ça. Et on voit que par exemple, pour tout ce qui est nous on fait pas mal de startups et d'entreprises. Là par contre, c'est beaucoup plus facile parce que les levées de fonds, notamment pour des startups qui sont dans la tech, dans l'IA et cetera, et ben les investisseurs, c'est un autre type d'investissement, un autre type d'investisseur aussi, et ils sont plus enclins à dire: «Bon, bah, OK, on embrasse entre guillemets cette nouvelle tech, même s'il y a pas de marché secondaire, on y va quand même en premier, et cetera». Mais c'est des process qui vont se mettre en place et c'est des mentalités qui vont changer petit à petit. Cool. Ouais, ouais, complètement, complètement. Non, ça prend du temps, tout prend du temps, hein, et là, Ouais. pour le coup, alors la stabilité de la Suisse est bien et appréciable pour beaucoup de points, mais par contre, elle est discutable pour la mise à jour de ce genre de nouvelles technologies, hein. On n'est pas prêt ici de voir les notaires disparaître, on n'est pas prêt ici de commencer à tokeniser dans tous les sens n'importe quel type de bien immobilier. C'est vrai que là, pour le coup, c'est lent, là, ici, sur les prises de décision et les changements de direction. C'est un gros paquebot, hein. Ouais. Ouais, oui, je suis Bah, complètement c'est ce que d'accord tu avec disais toi. tout au début. En fait, on n'est pas là pour, la tokenisation, c'est pas là pour remplacer les notaires, c'est là pour leur faciliter le travail et comme tu le disais justement, bah, le métier de notaire, il va être amené à évoluer. Tu comprenais pas justement pourquoi les notaires pouvaient prendre autant, juste pour signer un papier. Effectivement, l'avantage de la digitalisation, bah, c'est que ça permet de transvaser sans passer par un notaire qui valide ça parce que c'est sécurisé par la blockchain, c'est vraiment la force, mais qu'il y a dans tous les cas les frais de transaction à payer. Et c'est vrai que la tokenisation va faciliter ce genre de procédé et va permettre à faire évoluer les choses. Et je pense que assez rapidement en Suisse, qui est un pays très très intelligent et où les gens sont quand même en avance dans l'ensemble, c'est qu'ils vont assez rapidement se rendre compte qu'il y a la possibilité de faire des transactions beaucoup plus facilement qu'en passant par le marché normal, que ça va leur coûter moins cher. Moi, si je suis demain propriétaire, je sais pas, d'un palace en Suisse qui vaut une centaine de millions et que je dois faire une transaction et je dois donner 2 ou 3% à un notaire, voire plus des fois, je vais me dire, bah, en fait, si je le fais par la blockchain, bah, je vais économiser 3%, ça va aller beaucoup plus vite. On parlait juste avant aussi du fait que les propriétaires d'un bien immobilier direct sont inscrits au registre foncier, au registre foncier, et que du coup, ça fait une grosse liste. Bah, ça, en fait, ça permet d'être facilité aussi par la blockchain. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent acheter et revendre très facilement, même s'ils sont 50 000 propriétaires. Ça permet de vraiment de faciliter le système de transaction entre tous. Et c'est là aussi où apporte une force la technologie et va apporter une force dans l'avenir la tech, notamment la technologie blockchain. C'est que même s'ils sont 5 000 propriétaires inscrits au registre foncier, bah, en fait, ils peuvent acheter et revendre super facilement. Le registre se met à jour automatiquement. Puis une fois par année, bah, ils vont avoir la totalité des transactions qui s'est passé sur les plateformes et ça va permettre à tout le monde en fait de pouvoir avoir cette fluidité, cette transparence au niveau du marché. Et je suis persuadé que le marché suisse, il est prêt à ça. Et peut-être, est-ce que pour toi, c'est peut-être plus le marché roman, c'est peut-être plus le marché alémanique qui est en avance ou c'est une généralité? Ouah, sur cette partie tokenisation ou digitalisation? Plutôt, ouais, pas forcément sur la tokenisation, même si c'est important pour nous, et si tu as un avis là-dessus, c'est avec grand plaisir, mais aussi sur la partie de prendre un petit peu de l'avance sur le futur et sur ce qui est en train de se faire. Ah, alors, je pense que les Suisses allemands sont encore plus conservateurs et encore plus fermés au Mmh. changement que les Suisses romans. Ouais. Donc, ils sont très, 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 très carrés, hein. Donc, dès que ça sort un petit peu la boxe, ils ont un peu les pieds contre le mur. Mais par contre, quand ils s'adaptent pour de bon. Et après, ils sont très, très stables et fluides et ça croît. Donc, Ouais. ouais. Mais de toute façon, quand ça bouge en Suisse, ça bouge assez vite partout, quoi. C'est vrai. Ça s'adapte, hein. Ouais, non, non, c'est vrai. En tout cas, OK. comme tu disais, les Suisses, ils vont réfléchir, ils vont mettre un process en place, ils vont mettre quelque chose en place, mais ils le font bien et ça perdure en fait. C'est justement c'est la force de ce pays-là, hein, qui est, comme tu disais, ultra stable économiquement. C'est qu'ils disent: «OK, on fait pas, il y a pas de». Je pense le pays, le FOMO, si on devait le représenter, c'est comme si c'est un gars, c'est le gars qui a le moins de FOMO du monde. C'est vraiment, je me pose, j'observe et je regarde et ne pas se précipiter et faire vraiment les bonnes actions, les bonnes choses. Mais c'est vrai qu'au niveau horizon de temps, heu
toi, Edouard, tu as plutôt tendance à dire ça va prendre du temps et Jean, tu dis ça va aller vite. Mais je pense que c'est les mêmes horizons de temps au final. C'est 5-10 ans, 15 ans. Donc, toi, peut-être, Edouard, tu dis c'est un peu loin. Peut-être, Jean, tu dis ok, bah, en fait, c'est proche. Mais dans tous les cas, ouais, ça bouge, quoi. Bah, en fait, c'est juste que ce que je dis, c'est que la technologie est là et que tout est là pour remplacer potentiellement la cristallisation d'une transaction par le notaire. Typiquement, hein, si on parle d'une transaction, mais je sais que juridiquement, le temps que ça change, ça c'est là c'est lent. C'est lent et on n'est pas prêt de le faire en Suisse. Mais maintenant, de nouveau, comme je l'ai dit avant, moi je suis pas du tout anti-notaire et j'adore les notaires et il y a des notaires qui m'ont vraiment changé, pas changé la vie, mais qui ont beaucoup aidé à mon évolution à moi dans le domaine immobilier. Et puis ils vont continuer de rester. Ils vont devenir conseillers et ils vont continuer de conseiller. Voilà, c'est juste que le métier va changer un peu. Et j'aimerais bien connaître du coup ta vision sur les 5 à 10 prochaines années au niveau de l'immobilier en Suisse. Est-ce que tu penses que les gens est-ce que ça va évoluer? Est-ce que l'avenir du marché de l'immobilier suisse va continuer à croître comme ça? Parce qu'effectivement, depuis, je sais que la dernière fois qu'il y a eu une baisse de l'immobilier en Suisse, c'était en 2007. Je crois que c'est la crise de subprime, elle était un peu générale à travers le monde. Est-ce que tu penses que ce genre de choses, ça peut encore arriver en Suisse ou... Franchement, on a quasiment pas senti la crise des subprimes ici. La dernière crise vraiment en Suisse, c'était dans les années 90. C'était les années 90 d'ailleurs, 89 à 91. Et là, il y a une grosse baisse parce qu'une grosse crise. Mais c'est tout. Après, sinon sur le reste du marché immobilier suisse, aujourd'hui, je vois pas comment les prix pourraient descendre. S'ils descendent, c'est un petit peu, ou en tout cas, c'est un peu plus négociable maintenant qu'avant. Mais ça va de loin pas impacter le marché immobilier suisse grandement. On aura peut-être quelques pourcentages de réduction des prix aujourd'hui, ou alors les transactions sont plus négociables, mais par contre ça va pas. Le marché immobilier suisse va continuer de grimper. La valeur des biens immobiliers suisses va continuer de grimper. On est obligé, en fait, on n'arrive pas. Aujourd'hui, en Suisse, on n'arrive pas à construire comme on devrait. En fait. Il n'y a pas de l'offre est largement inférieure à la demande. Et on continue d'accueillir des gens, donc par autant l'immigration que l'évolution naissance moins décès. On a à peu près 10 000 personnes par année en plus sur le territoire de naissance moins décès et plus 60 à 70 000 personnes de plus chaque année d'immigration. Donc personnes qui arrivent de l'extérieur. Donc ça fait beaucoup, quoi. C'est à peu près 1% de croissance de la population chaque année. Et du coup, et en fait, on n'arrive pas du tout à construire suffisamment de logements. Là où on devrait à peu près construire 50 000 logements par année, on est plutôt autour des 42, 45, quoi. Donc chaque année, le trou se creuse un peu plus. Puis en fait, on a une augmentation de l'activité de construction entre 2016 et 2017. Okay, où là, on a le taux de logement vacant, c'est-à-dire le taux de logement disponible par rapport au patrimoine bâti qui a diminué un petit peu. Donc qui a augmenté un petit peu, pardon. Donc il y avait un peu plus de flexibilité sur le marché, un peu plus de détente sur le marché, en fait, de plus de logements disponibles. Et là, on est en chute totale. Et le gros problème de l'immobilier, on l'a expliqué avant, c'est que l'immobilier a l'inertie, l'immobilier c'est lent. Si aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la demande elle est immédiate. Quelqu'un qui arrive sur le territoire, le lendemain, le jour même, il a besoin d'un toit. Donc, on accepte des personnes qui doivent se loger directement. Donc, la demande, elle est immédiate. Mais l'offre, par contre, elle prend tellement de temps que c'est très compliqué à corréler, en fait, l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on délivre pas suffisamment d'autorisation de construire pour pouvoir développer des bâtiments qui se projettent sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, quoi. Ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, entre le temps où un promoteur, un constructeur achète un terrain en Suisse, alors il y a beaucoup de divergences entre les cantons. C'est ce qui fait aussi la beauté du fédéralisme, c'est que les cantons ne sont pas du tout la même chose. Ouais. Mais un promoteur qui achète à Genève un terrain, qui veut développer, je veux dire, en dessous de 5 ans, c'est compliqué, quoi. Et j'avais un confrère au brevet fédéral dans les cours qui me disait, un développeur à Genève qui me disait, franchement, aujourd'hui, on sait que n'importe quelle propriété qu'on achète maintenant, on plante pas un clou avant les 5 prochaines années qui arrivent. Donc, ouais, c'est compliqué. Et le problème, c'est que vous obtenez l'autorisation, après vous devez développer, et puis entre deux, le marché change beaucoup. Donc, il y a des contraintes d'un point de vue plan financier pour l'investisseur. Alors, heureusement, les prix de l'immobilier et du foncier ne font que de monter, donc ça va. Mais il y a des contraintes sur le plan financier. C'est très compliqué de faire un plan financier qui tient la route quand ce que vous dites aujourd'hui, c'est pour un truc qui se passe dans 5 ans, 6 ans, ou 3 ans, ou 8 ans. Vous n'en avez aucune idée. Donc ça, c'est compliqué. Et surtout, sur l'offre, quoi. L'offre, elle est pas suffisante. Et elle ne va pas aller dans le bon sens. Parce qu'on a une activité de construction qui baisse,
mais aussi une quantité d'autorisation de construire délivrée qui baisse aussi pour le nombre de logements. Et donc, ça baisse, mais ça se reporte pour dans 3 ans, quoi. Donc voilà, c'est contraignant, c'est compliqué. Et l'augmentation des taux et l'augmentation des coûts de construction ne va pas du tout aider ça. Donc voilà, c'est un marché très spécifique, mais du coup très très intéressant. Et le plus intéressant, et pourquoi est-ce que je pense que je suis plus ou moins le seul vraiment à essayer de démocratiser un maximum ces informations, c'est que c'est hyper compliqué la Suisse. C'est hyper compliqué. Là, en fait, il n'y a aucun canton qui fonctionne la même chose. C'est fédéraliste, donc chaque canton a ses propres règles. Donc on a des règles qui sont fédérales pour le pays, et après on a des règles cantonales pour chaque canton. Après on a des règles communales pour chaque commune dans chaque canton, et c'est très compliqué. En fait, c'est une cascade de régulation qu'il faut maîtriser au maximum. Et donc ça rend les choses très compliquées. On a des mots qui sont pas identiques, des process qui sont pas pareils, des autorisations et des procédures qui sont différentes. Et donc il faut s'accrocher. Donc ce que je trouve très intéressant dans ma position, c'est que vu que j'ai pu développer un réseau maintenant conséquent à travers l'immobilier suisse romand, je peux choper des informations un peu partout et j'ai des contacts un peu partout. Donc vu que je suis passionné par ça et que vraiment l'immobilier c'est ma voie, et que je ferai ça jusqu'à mon décès, c'est intéressant parce que je peux gratter des infos de tous les côtés en fait, et je peux m'enrichir d'informations assez rapidement. Mais et j'en ai énormément appris grâce aux réseaux sociaux parce que j'ai développé des connaissances un peu partout. Mais par contre, il faut vraiment aimer ça, quoi. Parce que si on commence à s'intéresser à d'autres trucs et tout, le cerveau il est limité en termes de. En tout cas, le mien il est limité en termes d'accumulation d'informations. Rétention d'informations en tout cas. Voilà, faut une IA qui est branchée à l'immobilier, faut se faire une IA avec toute la réglementation suisse. Après, comme ça, tu lui demandes tout ce dont tu as besoin. Tu lui mets en allemand, en italien, en français, tu lui mets tout de tous les cantons et au moins, tu es tranquille. Ouais, c'est clair. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Ouais, parce qu'en plus, on fait ça en plusieurs langues, tu vois. Ouais, oui, parce qu'il ne faut pas que ça pour soit simplifier la chose. Je veux dire, on a 26 cantons, 26 façons différentes de faire de l'immobilier, on a 3 langues dedans, quoi. Donc, c'est pas simple. Et c'est ça qui est fou. C'est en France, allez, il y a quoi? Allez, il y a 70 millions d'habitants en France, 65 millions d'habitants. Il y a une façon de faire de l'immobilier sur tout le territoire. En Suisse, on est 2 millions de francophones. On a 6 façons de faire qui sont différentes, mais complètement différentes de l'immobilier sur le territoire. Donc, on a des lois fédérales, oui, mais après, dans chaque canton, c'est différent. Donc, ouais, il faut s'accrocher pour avoir toutes les infos, quoi. Ah ouais, non, c'est à la fois ce qui fait la richesse, mais à chaque. Et c'est pour ça que tu mets en place des formations. Vas-y, Jean. Ah, pardon. Je disais, c'est pour ça que tu mets aussi en place des formations. Est-ce que tu coaches aussi des gens qui veulent investir? Est-ce que tu les accompagnes au-delà de, dans le futur, peut-être faire un fonds où tu vas leur dire, voilà, ça c'est un produit, venez on investit ensemble. Est-ce qu'il y a un système de formation où tu peux accompagner les gens? Alors je sais que toi-même tu te formes, tu l'as dit juste avant. Est-ce que toi-même tu prends des gens sous ta coupe et tu les formes, tu les accompagnes ou c'est un projet futur? Exactement. Non. Alors, on a un programme d'accompagnement en ligne, effectivement, sur l'investissement immobilier en Suisse. On a aussi de l'accompagnement personnalisé, du conseil personnalisé. Et ouais, je me suis rendu compte, en fait, à travers mes vidéos d'information, du coup, qui se trouvent pas ailleurs, hein. Tout simplement, des personnes qui me disent, je savais pas ça, je savais pas. Après, des questions du style, je voulais acheter dans une station de ski, je me suis dit, vas-y, je vais acheter un terrain, je vais faire ça, etc. Je dis, mais t'as pensé à cette loi-là qui fait que tu peux pas construire ce que tu veux? Et direct, c'est, ah non, pas du tout. Puis en fait, ils se rendent pas compte, mais ouais, l'information est trop restrictive et trop difficile à trouver ici. Donc voilà, j'essaie de généraliser ça au mieux. Et ouais. Mais après, je fais ces vidéos aussi j'ai un mec une fois qui m'a écrit sur Instagram. Et il m'a simplement écrit ouais, salut Edouard, je voulais te dire merci beaucoup parce que j'ai vu ta vidéo là qui expliquait comment on peut mettre en garantie un bien immobilier, dégager du cash, investir ailleurs. Moi, j'avais hérité d'un appartement à Genève, du coup, qui avait pas de dette, et puis j'ai pu dégager 1 million, quoi. J'ai dit putain, ouais. mais juste avec une vidéo, la vidéo à 1 million. Ouais, une vidéo gratos qui durait 45 secondes, quoi. Et je me suis dit, purée, elle a été rentabilisée de chez rentabilisée, ta vidéo là que tu as regardée pendant 45 secondes. Parce que le mec a dégagé son million là, avec 1 million, vous achetez 4 millions d'immobilier. Et en gros, il prend sa retraite, quoi. Donc, ouais, non, ça valait la peine. Et ouais, j'étais très content d'entendre ça. Et donc, je me dis, il y a forcément des autres personnes qui m'écrivent pas, mais qui sont dans une situation un peu similaire. Donc j'espère, ouais. Trop bien. Ouais, donc, ouais, tu as vraiment, en tout cas, trouvé ta mission de vie. En tout cas, ça sent et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont vraiment passionnés et engagés à 1000%
dans ce qu'ils font. Franchement, ouais, bravo pour ça en tout cas. C'est vraiment cool. Ah, c'est top. Ouais, merci beaucoup. Et Trop puis, bien. ouais. Acheter, pour les Suisses qui m'écoutent, qui nous entendent, là, acheter de l'immobilier en Suisse, hein. Il n'y a aucun Suisse sur le territoire qui regrette d'avoir acheté de l'immobilier il y a 20 ans. Donc voilà, bah, dans 20 ans, ce sera pareil, hein. Tous ceux qui achètent aujourd'hui, ils ne regretteront pas. Et arrêtez de vous poser la question, quoi. Faut passer à l'action. Passer à Ouais. l'action, Tout mon s'informer. argent, jusqu'au moindre centime investi dans l'immobilier en Suisse. Et j'ai mis l'argent nulle part ailleurs. J'ai acheté une fois pour 2000 francs d'actions que j'ai revendu vite parce que je n'aimais pas ça. Et voilà, c'est tout, quoi. Ouais, parce que c'est aussi ça la particularité, je trouve, de l'investissement. Et ce qu'il faut bien tenir en compte, c'est d'investir dans des choses qu'on comprend. Alors après, à quel point il faut le comprendre, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, c'est clair que, comme tu dis, moi voilà, j'ai mis de l'argent dans les actions. Enfin, au final, c'est pas quelque chose qui me parle. Je revends et je mets là où je comprends. Et on est dans une économie où il y a beaucoup d'informations. Et je pense que le plus important avant de mettre son argent quelque part, c'est de le comprendre. Et bah, toi, tu es là pour ça, du coup, pour la partie immobilier. Et ce que tu fais, je sais que tes vidéos, elles sont très suivies. Et même en France, des personnes qui te suivent aussi, qui apprennent des choses. Parce qu'il y a il y a des transversalités, et il y a des façons de penser et des façons de mettre en place les choses, des process qui sont en tous les cas très intéressants, même si les gens ils vont investir après dans un autre marché. Le fait de dire, OK, toi, la réflexion que tu as dit, le fait de dire, OK, j'ai envie de faire ce projet-là, mais en fait, OK, un projet, il faut le faire passer un peu dans des filtres jusqu'à ce que, OK, ça c'est bon, oui, non, ça c'est bon, oui, non, un peu la checklist. Et quel est ce type de raisonnement? Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Et donc, je pense que cette façon, en tout cas, de penser, bah, tu la transmets, en tout cas, très, très facilement, quoi. Donc ça, c'est Ouais, bah, vraiment top. c'est ce que j'essaie de faire. Et dans le programme d'accompagnement qu'on a, justement, bah, ce que j'ai fait, ma première réflexion, c'était, OK, ben, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas un canton qui bosse de la même manière. Donc, Ouais. quand on s'intéresse au marché immobilier suisse, déjà, on s'intéresse au marché dans lequel on veut investir. Le micro-marché est primordial en Suisse. Donc, ça, n'importe où en immobilier sur Terre, hein. Quand on évalue un terrain, on évalue le terrain en fonction de sa macro-situation, c'est-à-dire la région globale où est-ce qu'il est, et sa micro-situation. Et là, c'est les nuisances directes sur le bien immobilier. Donc là, il y a besoin de maîtriser très clairement, il y a besoin de maîtriser absolument son marché, son micro-marché, comme la macro-situation aussi de son marché. Et puis ce que j'ai fait à travers le podcast que j'ai réalisé ou sur mon programme, bah, c'est je me suis entouré des experts dans chaque canton de leur région. Un mec qui a vendu 1500 propriétés sur le canton de Vaud, il sera beaucoup plus pertinent que moi sur dans quelle région est-ce qu'il faut acheter dans le canton de Vaud, quoi, parce qu'il saura beaucoup mieux que moi exactement qu'est-ce qu'ils ont, à quel prix, où, comment et pourquoi. Donc c'est pour ça que je me suis entouré des meilleurs experts, et c'est pour ça que dans mon podcast, dans le podcast que j'ai, je me déplace à travers la Suisse romande toutes les semaines et je vais voir des experts dans leur domaine, de leur spécificité, qui m'expliquent, ok, ben eux, leur vision du marché immobilier genevois, rive gauche de la transaction, qu'est-ce qu'ils pensent que ça va donner, quoi. Où est-ce qu'on s'oriente et comment ça se passe. Pareil pour tous les détails, la fiscalité, le financement, la prévoyance, on en parlait avant. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets à voir et à maîtriser. Ouais, c'est c'est vraiment un ensemble de choses, d'informations à bien utiliser, parce que bon, l'information, c'est une chose, mais c'est comment on l'applique après derrière. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est OK d'avoir des bonnes informations et qui permettent derrière bah, de les appliquer correctement et de faire du coup des bonnes opérations. Parce que là, on parle, bah, comme tu dis, c'est des investissements. Si on investit voilà, pour toute la vie, bah, le but, c'est de le faire avec le plus de précision possible, en tout cas. On est d'accord. Ah ouais, trop bien. Ouais. Bah, écoute, En immobilier, c'est le foncier qui prend la valeur. Donc, c'est la situation qui prend la valeur, c'est rien d'autre. D'ailleurs, il y a un gros sujet autour de, et je ne sais pas si ça existe en France, mais ça s'appelle le droit de superficie. Le droit de superficie en Suisse, ou le DDP, c'est assez connu comme ça, hein, c'est un droit distinct et permanent. C'est comme en Angleterre. En Angleterre, à Londres, tous les terrains de Londres appartiennent, ou la majorité des terrains appartiennent à la famille royale. Donc la famille royale est propriétaire du foncier et elle loue le foncier à des propriétaires privés, à des développeurs qui vont développer et ensuite vendre les appartements ou respectivement louer les appartements. Et ensuite, ils payent une espèce de rente annuelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour utiliser le terrain. Mais ils ne sont pas propriétaires du terrain.
Et ça, c'est c'est en train de se répandre un petit peu. Alors, j'ai commencé moi en résidence secondaire dans les stations de ski, le courtage immobilier, la transaction immobilière. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Donc, j'avais des clients anglais. Et je leur avais demandé comment est-ce qu'ils voyaient ça, parce que c'est pas du tout répandu en Suisse, en tout cas pas du tout comme c'est répandu en Angleterre. Ce système-là, il m'avait dit, pour nous, c'est simple, c'est une simple taxe foncière, quoi. Donc, c'est rien d'autre. On paye un impôt annuel en plus, c'est ça, quoi. Et voilà. Donc, ça faisait pas beaucoup de différence pour eux. Mais ici, c'est pas pareil, parce qu'ici, on l'utilise rarement, ou c'était utilisé par les collectivités publiques plutôt à la base. Aujourd'hui, ça se répand un petit peu partout de plus en plus. Et donc, c'est pas la même chose parce que on n'est pas propriétaire du terrain. La seule vraie valeur patrimoniale qui prend de la valeur dans le temps, réellement, qui a une vraie plus-value, c'est le terrain. Parce que c'est le seul truc qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas déplacer, qu'on peut pas. Voilà. L'immeuble en soi, on peut le démonter, on peut le recommencer, on peut le démolir, on peut le rénover, on peut le modifier. Le terrain, pas. Donc, c'est que le terrain qui prend de la valeur. Et l'immeuble perd de la valeur avec le temps parce que les matériaux doivent être remplacés, parce que les matériaux doivent être entretenus. Et le terrain, pas du tout. Le terrain, il est là, il restera là. Et voilà, sa plus-value, c'est sa situation, sa position, quoi. Donc, ça, c'est un gros sujet aussi aujourd'hui. Très intéressant du est-ce que c'est bien de faire ça ou pas, parce que c'est moins cher puisqu'on achète l'immeuble mais on n'achète pas le terrain, donc on ne paye pas la partie du terrain qui est très chère en Suisse, de plus en plus cher, encore plus à Genève, mais par contre on n'est pas propriétaire du truc qui prend vraiment de la valeur. Patrimonialement, ça a beaucoup plus de valeur le terrain que l'immeuble, et donc aussi pour la succession, pour la suite, pour la famille, enfin bref, le patrimoine familial prend plus d'importance grâce au terrain. Ouais, cette division un petit peu, cette séparation entre à la fois le terrain et ce qu'il y a dessus. Ouais, comme tu dis, je trouve que ça fait plus de sens, en tout cas dans ma vision, ça fait plus de sens d'avoir un terrain même s'il y a rien dessus et qu'après tu te dis: «Bon OK, ensuite je trouve des financements, je trouve des solutions et je vais construire dessus», plutôt que de dire: «Bon OK, j'ai cet immeuble-là, j'ai cette maison, mais au final, ce sur quoi c'est reposé, c'est pas à moi». C'est clair que moi ça me paraît un petit peu, ça me paraît moins intéressant, d'un point de vue, investissement en tout cas, 100%. 100%, mais c'est intéressant, je connais pas cette spécificité des UK. Je savais pas, mais c'est une taxe foncière, comme il dit, c'est une taxe foncière en plus qui se rajoute. OK. Exactement. Bon, trop bien. Écoute, on va terminer là en tout cas, Edouard, c'était vraiment génial. Un super échange. Merci à toi pour ta clarté. Je retrouve, et moi qui ai vécu pas mal d'années en Suisse, je retrouve cette précision sur la façon de parler, sur les propos, sur toute la valeur que tu as apportée. Et je pense que les auditeurs, ils vont vraiment apprécier ça. Merci pour ta franchise. Merci pour ça, pour ta présence. On a mis tout au long de l'épisode, et on va mettre aussi sous l'épisode évidemment tous les endroits où ils vont pouvoir te retrouver pour aller aussi voir un peu ce que tu proposes, ces informations, et se nourrir de ça pour être meilleur dans l'immobilier, même si c'est pour de l'immobilier en France aussi. Il y a forcément des choses que vous allez pouvoir avoir, en tout cas des informations. Et Jean, je ne sais pas si tu veux rajouter aussi quelque chose, un peu en décalage. Déjà, un grand merci à Edouard pour effectivement la clarté, la rapidité de toutes les informations que tu as données dans un très court temps. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur pour les gens qui vont écouter. C'est très important. Félicitations encore, je l'avais dit en off, mais félicitations encore pour tout le travail qui est fait sur YouTube et faciliter ce marché de l'acquisition en Suisse et de l'immobilier en Suisse qui est très compliqué, comme tu l'as dit. Donc vraiment bravo pour ce que tu fais, parce que il n'y a pas tout le monde qui va prendre le courage et qui va prendre le temps de vouloir le faire, et tu le fais, et ça apporte de la valeur aux gens, comme tu l'as dit juste avant avec cette personne-là. Donc juste un grand bravo, puis merci d'avoir participé à notre podcast et d'avoir apporté de la valeur, parce qu'on a des gens qui nous écoutent en France mais aussi en Suisse. Donc du coup ça va permettre à tout le monde de pouvoir avoir un petit peu un plus gros visuel sur comment fonctionne l'immobilier. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite avec ces épisodes. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk & Talkers où nous continuerons à explorer
le Web 3.0. À très vite!